Detention est un jeu développé et distribué par le studio taïwanais Red Candle Games, disponible sur Windows, Mac et Linux et sorti le 13 janvier 2017, c'est-à-dire quelques jours avant Resident Evil 7. S'il s'agit d'un détail de peu d'importance, les deux titres n'ayant absolument aucun rapport l'un avec l'autre, il nous semble important de le préciser tout de même. On y incarne un lycéen du nom de Wei Chungting, sorti de sa torpeur après s'être endormi en salle de classe. Réveillé par une sirène d'alarme, on le dirige durant une longue introduction, servant plus ou moins de tutoriel, jusqu'à rencontrer Fang Reixin, une lycéenne dont l'état psychologique semble pour le moins instable. Ensemble, ils cherchent à quitter l'établissement scolaire, sous la menace d'une catastrophe météorologique, une tornade. Detention dévoile ses interactions dès les premières minutes. Nous sommes face à un point and click traditionnel avec un système de déplacement en 2D horizontal dans lequel le clic gauche de la souris nous sert à déplacer notre personnage lorsqu'aucune icône d'interaction n'apparaît. Observer, s'interroger, prendre, ouvrir, accepter ou refuser. Impossible de se tromper, s'il existe une action contextuelle à effectuer, le curseur de la souris change alors de symbole pour nous l'indiquer. Comme dans tout point and click, chaque action est commentée par la personne qui l'entreprend, et l'histoire se raconte par le biais d'observation de notre avatar, quand elle n'est pas documentée à l'aide des mémos éparpillés tout au long de l'aventure, ou plus simplement discutée dans des phases de dialogue. Le joueur est invité à incarner le personnage de Wei durant l'introduction du jeu, proposant dès le départ d'observer son environnement, de trouver son chemin et de résoudre de simples énigmes pour venir en aide à Rei, en réalité le véritable personnage principal. L'exploration est donc de mise, et comme dans tout jeu que la presse qualifierait d'aventure, interagir avec l'ensemble des propositions que nous fait Detention est plus que recommandé pour comprendre l'intégralité de l'œuvre. Le clic droit, quant à lui, est utilisé durant les phases de combat. Cependant, et c'est une des plus brillantes idées de Red Candle, il n'existe pas à proprement parler de combat. Les ennemis croisés durant l'aventure sont livrés avec leur mode d'emploi, pour peu que vous soyez suffisamment curieux, prenant la forme de légendes urbaines s'inspirant du folklore des fantômes chinois. Retenir sa respiration. C'est à ça que sert le clic droit. Si vous ne respirez pas, vous ne faites pas de bruit, et les ennemis n'auront pas conscience de votre présence. Tout du moins, leur première forme. Il est évidemment possible de mourir si on ne fait pas attention. Rien de punitif, puisque notre avatar se réincarne alors dans un lieu dans lequel errent des PNJ, nous soufflant la technique pour ne pas reproduire ce qui vient de nous faire tuer. Notre avatar ne possède pas de barre de vie, et devra utiliser ses connaissances et son inventaire pour progresser. Les énigmes, si elles n'offrent pas de difficultés majeures, peuvent parfois laisser le joueur face à lui-même. Il faudra se rappeler de tout ce que l'on a lu, vu et entendu pour déverrouiller une des deux fins des jeux. La progression est relativement classique et ne cherche pas à réinventer le point and click. Si le joueur est bloqué, c'est qu'il a oublié un objet important, ou qu'il n'a pas tenté toutes les possibilités. Le backtracking, bien que présent, ne dérange absolument pas. Nous sommes ici en terrain connu. La première chose qui interpelle lorsque l'on démarre Detention, c'est sa direction artistique. Véritable patchwork mêlant la photographie, la vidéo et la peinture, il peut rappeler des œuvres singulières comme The Cat Lady ou encore Neverending Nightmares. Si dans les phases statiques, comme les dialogues par exemple, le jeu possède cette touche que l'on pourrait qualifier de petit jeu indépendant, il devient absolument merveilleux lorsque tout ceci se met en mouvement. Objets photographiés détourés puis incorporés dans un ensemble photographique plus large au premier plan, avatar du joueur peint numériquement dans des tons pastels sombres au deuxième plan, évoluant dans un cadre global animé par de courtes vidéos, le tout filtré et joué en boucle par un vieux projecteur. Detention ne se refuse rien et tente d'attirer son potentiel joueur en lui proposant un ensemble de visuels techniquement irréprochables, jouant sur la répétition des événements, les boucles vidéo, la symétrie des éléments de décor, la composition des décors en quasi-cinémascope, le grain et les clignotements d'un vieux projecteur. Tout le jeu est en niveau de gris, n'invitant que très peu à la contemplation. Si les détails des décors sont élevés, c'est pour donner de la crédibilité à l'ensemble et appuyer une narration éclatée. Reprenant le concept de la lampe torche de Silent Hill, le jeu de Red Candle la transforme ici en chandelle, faisant passer les zones de décor éclairées de gris à sépia, soulignant l'aspect vieillot, conjuguant l'histoire qui nous est racontée au passé. Detention nous conditionne si bien à son absence de couleur que lorsqu'elles sont présentes, elles n'évoquent que du danger ou de l'absurdité. Soulignons l'importance de la couleur rouge, qui symbolise la chair et le sang, la rouille et le feu, mais également les points de sauvegarde. L'horreur est toujours sournoise dans Detention. Pas de jumpscare, pas d'effusion de sang, peu de monstres.
Les légendes horrifiques sont présentées sous forme de manuels, agrémentés d'estampes, et jouent sur les faux semblants. Il paraît évident au fur et à mesure que certaines de ces légendes n'en sont pas. Mêlant rumeurs, histoires, mensonges et faits divers, elles sont toutes présentées de la même façon afin de rendre le joueur confus, à moins que ce ne soit Ray qui se refuse à voir la vérité. Le lycée dans lequel sont bloqués Wei et Ray est lui aussi ancien. Moisissure, humidité, vétusté des différentes salles sont évidemment au rendez-vous. Il n'y a aucune mise en scène horrifique qui ne soit justifiée dans Détention, qui lorgne bien plus du côté d'un Silent Hill 2, enchaînement d'environnements abandonnés et laissés à la merci du temps, que d'un Silent Hill 3, véritable spectacle enchaînant les effets afin de plonger le joueur dans l'irréel. Un lycée à l'abandon, dont les inspirations sont disponibles sur le compte Flickr de l'équipe de développement, certains clichés étant fidèlement reproduits dans le résultat final. Viennent s'ajouter çà et là quelques taches de sang, quelques ombres inquiétantes, et le spectre de la mort planant en permanence au-dessus des lieux visités. Si la majeure partie des événements se joue dans le lycée, un passage dans le foyer de Ray nous en apprendra plus sur son quotidien, le cadre familial dans lequel elle évolue, ainsi que ses aspirations en tant qu'étudiante et jeune femme. C'est d'ailleurs après la première incursion dans la chambre de Ray que la narration commence à devenir plus claire, et que l'on comprend que le jeu n'essaie plus simplement de nous terroriser. Les documents trouvés jusqu'à présent, s'ils n'étaient pas des plus explicites, commencent à avoir un sens, et une deuxième lecture se fait de plus en plus présente. Les dialogues de Détention, lorsqu'il ne s'agit pas de réflexion personnelle, empruntent les codes du visual novel. Le personnage qui intervient apparaît en surimpression au bas de l'écran, laissant apparaître ses émotions via de simples animations. Pour ce qui est des bruitages, Détention est assez minimaliste. Des bruits de pas, des portes qui s'ouvrent, quelques cris ou ricanements en loin. Cela suffit amplement à créer une ambiance, d'autant que les réverbérations sont très bien gérées, suffisant à elles seules à suggérer la taille et l'ameublement d'un intérieur. On ne bruite pas un long couloir vide comme on bruite un petit salon. Les bruitages extra-diégétiques sont musicaux et très ancrés dans la culture asiatique, comme par exemple celui qui marque la découverte d'un objet ou l'ouverture d'un verrou, une petite mélodie jouée au guzheng, un sitar sur table chinois. Se servir d'un instrument de musique pour faire des bruitages, c'est une technique déjà utilisée par Suda Goichi. Voyez par exemple notre épisode sur Killer 7. Mais c'est la musique du jeu qui surprend le plus. Il se trouve que les développeurs nous ont fait parvenir la bande originale du jeu et qu'on la doit à Wei Fenchang, un producteur plus habitué à travailler sur des dramas que sur des jeux vidéo. Et c'est une pure merveille. Il est impossible de ne pas penser à Akira Yamaoka à l'écoute de certaines pistes, les sonorités rock et les nappes de synthétiseurs qui font sa marque de fabrique s'y retrouvent de façon évidente. Mais d'autres pistes, jouant tout autant sur les deux tableaux de la musique et du bruit, délaissent le côté métallique des Silent Hill pour choisir d'introduire des instruments de musique traditionnels, comme la suona, un genre de hautbois qu'on trouve presque partout en Asie. Le résultat colle parfaitement au propos, les sonorités ainsi obtenues suggérant parfaitement la nostalgie, l'angoisse ou l'étrangeté. Detention, lors de sa première partie, peut sembler tout à fait déroutant. On trouve des dizaines de documents, factuels pour certains, insignifiants pour d'autres. Pourtant, une liste de noms, un registre d'emprunts dans une bibliothèque ou encore une citation peuvent cacher un sens plus profond qu'il n'y paraît. Il serait presque idiot, en prenant du recul, de douter de l'absence de signification de ces documents. Après tout, nous sommes dans un jeu vidéo qui, dès les premiers instants, tente de communiquer avec nous et fait des choix visuels typiques d'une œuvre narrative. Il y a donc fort à parier que peu de choses sont inutiles et laissées au hasard. En dehors des nombreuses références faites au folklore asiatique, et plus particulièrement à la culture chinoise et taïwanaise, le titre de Red Candle cherche à nous ouvrir les yeux sur une partie sombre de l'histoire de Taïwan. Et nous n'allons pas vous mentir, nous en ignorions tous les tenants et aboutissants avant de nous essayer à Détention. Lorsque Wei s'endort en cours, c'est que ce qu'on va lui enseigner ne l'intéresse pas. Et ce dont sa professeure parle, c'est d'histoire. De la nouvelle histoire du pays, celle qui vient de se réécrire, ses nouvelles lois, ses nouveaux codes. Si Wei s'endort, c'est pour ne pas avoir affronté une terrible réalité. Son assoupissement peut être vu comme un acte dissident. L'intervention d'un homme en uniforme, représentant l'ordre et l'autorité, nous met également sur la piste. Si Ray est retrouvée endormie sur une scène, c'est qu'elle est le témoin, puis actrice du théâtre qui est en train de se dérouler dans son pays natal. Les titres des livres figurant sur les listes que nous trouvons ne sont autres que des ouvrages interdits par le gouvernement, et les noms inscrits sur des documents validés par les autorités gouvernementales sont ceux de personnes considérées comme dangereuses, rebelles, à incarcérer et torturer. Tout ceci, le joueur en prend conscience en même temps que Ray, qui, tel un mauvais rêve,
découvre les coulisses de ce pan de l'histoire nationale qui est en train de s'écrire à mesure qu'elle évolue dans sa vie de femme. Progresser exige des sacrifices. Connaître la vérité exige de la souffrance. C'est bien pour cette raison que Wayne n'est présent qu'au début du jeu. Il peint ensuite, au milieu de la scène, là où Ray reprend ses esprits, enfin prête à découvrir ce à quoi elle a participé. Il faudra, entre autres, égorger notre camarade afin de recueillir son sang, déchiffrer un code pour enfin ouvrir une porte, une de plus qui nous sépare du constat d'échec. Tout commence à devenir plus clair après la première incursion dans la chambre de la jeune femme. Le retour au lycée est d'autant plus étrange qu'il donne enfin accès à des salles pleines de preuves. Les sous-sols sont à présent utilisés comme geôles, retenant prisonniers des individus enchaînés, dont le visage est caché par un sac en toile de jute. La salle de projection peut lire des films interdits, des images révélant la nature des événements en cours. La liste de livres interdits est à présent symbolisée par un pistolet dans l'inventaire, justifiant la puissance de l'écriture, la rendant alors aussi dangereuse qu'une arme à feu. Les dés pour jouer au silo se transforment une fois utilisés en dents humaines. Serait-ce un symbole pour justifier de l'interdiction gouvernementale de se divertir et de miser de l'argent sur ce jeu de hasard ? Ou bien est-ce pour signifier la torture, les joueurs clandestins se voyant punis par un arrachage de dents ? Ray est en quête de vérité, mais également en quête d'identité. Adolescente, elle connaît ses premiers émois amoureux et se trouve partagée entre ses parents et son désir de liberté, d'indépendance. Elle se croit capable de raisonner en adulte, sans mesurer, telle une enfant, les conséquences de certaines de ses actions. Curieuse de nature, elle pose beaucoup de questions qui lui permettent d'obtenir des réponses contenant des informations qu'il aurait mieux valu qu'elle ignore. Pourtant, elle apparaît comme naïve aux joueurs dans la première partie du jeu. Curieuse, elle s'intéresse à la vie sentimentale de son conseiller d'orientation, pour lequel elle a secrètement développé un béguin. Et c'est lorsqu'elle apprend que ce dernier fréquente Miss Ying que l'histoire trouve enfin la pièce du puzzle qui manquait. Dans une mise en scène magistrale, Ray évolue dans une salle remplie de miroirs et cherche la confrontation avec sa professeure. Face à cette dernière dont le reflet nous apparaît comme faussé, elle doit également affronter son propre reflet, ce à quoi elle ressemble véritablement. Si vous n'aviez pas été là, tout se serait bien passé, se convainc-elle après avoir mis à mort, sans s'en rendre compte, le corps enseignant de l'établissement tout entier. C'est par le biais d'un vieux poste de radio que les souvenirs ressurgissent plus clairement à Ray, souvenir d'une époque dont l'évocation est encore douloureuse pour le peuple taïwanais. Au début du XXe siècle, l'Empire chinois est au plus mal. Endetté après ses défaites militaires contre le Japon, humilié par la révolte des Boxers, et bien incapable de réagir face à la catastrophe de la crue du fleuve Yangtze, il tarde à se moderniser. Il y a bien quelques mesures en route, mais elles ont du mal à se concrétiser. En 1911, alors que l'empereur Puyi n'est encore qu'un enfant, le soulèvement de Wuchang signe le départ de la révolution, et c'est la République de Chine qui finit par être proclamée, avec Sun Yat-sen comme président provisoire et le Kuomintang comme parti unique. À la mort de Sun Yat-sen, en 1925, c'est le général Chiang Kai-shek qui prend le pouvoir. Pendant ce temps, le conflit entre nationalistes et communistes prend de l'ampleur, ces derniers jouissant du soutien de l'URSS. Après quelques péripéties, Chiang Kai-shek finit par conserver le pouvoir. Il se trouve par ailleurs que la Chine avait cédé Taïwan au Japon à la fin de la guerre sino-japonaise en 1895. En 1940, le gouvernement chinois est pris entre deux feux. Tout d'abord la montée de la doctrine communiste et à nouveau une guerre contre le gouvernement japonais. En 1945, la fin du conflit durant lequel le Japon capitule, Taïwan est rendu à la Chine. Enfin, plus précisément, à la République de Chine, celle du Kuomintang de Chiang Kai-shek, qui rencontre toujours quelques problèmes face au mouvement communiste mené par Mao Tse-tung, qui finit par s'imposer en 1949. Dépité, Chiang Kai-shek et ses partisans se réfugient sur l'île de Taïwan et y imposent l'identité chinoise de force. Il continue d'ailleurs à s'autoproclamer, depuis Taïwan, comme seul représentant officiel du peuple chinois. Le peuple taïwanais vient alors, en moins d'un siècle, de passer de culture chinoise à japonaise pour se voir à nouveau imposer de force la culture chinoise conservatrice de Chiang Kai-shek, qui ne correspond pas à celle de Mao, reconnue mondialement. Sa population augmente d'un seul coup de 2 millions d'habitants, tous des réfugiés politiques à la solde du Kuomintang. Entre-temps, le 28 février 1947, éclatent sous le nom d'incident 228 des émeutes provoquant la mort d'environ 30 000 Taïwanais. La loi martiale est proclamée. C'est le début de la Terreur blanche. Chiang Kai-shek reprend la présidence à vie de manière officielle en mars 1950. Taïwan vivra alors pendant plusieurs décennies sous la dictature dirigée par le Kuomintang,
avec l'appui des États-Unis, qui visaient encore, à cette époque, la reconquête de la Chine continentale, Taipei n'étant considéré que comme capitale administrative provisoire en attendant le retour à Nankin. Chiang Kai-shek reste à la tête de la République de Chine à Taïwan jusqu'à sa mort en 1975 et continue de revendiquer la souveraineté sur l'ensemble de la Chine. Malgré une constitution théoriquement démocratique, son gouvernement demeure dictatorial, basé sur un système de partis uniques et de lois martiales. Il impose également une culture chinoise standard en interdisant à l'école et dans les médias l'usage des dialectes taïwanais. Pendant ces 38 ans de terreur, 140 000 personnes, principalement des intellectuels ou des membres de l'élite sociale, ont été emprisonnées par peur de leur sympathie pour le Parti communiste chinois ou de leur résistance au gouvernement nationaliste de la République de Chine, et entre 3 000 et 4 000, selon les estimations, ont été exécutés. En 1978, le fils de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, devient à son tour président de la République et donne le coup d'envoi de la démocratisation du régime. Plus libéral que son père, et contraint de satisfaire aux demandes fondamentales d'une opposition croissante, il amorce la démocratisation du pays. Le Kuomintang se met peu à peu à dissoudre son contrôle sur Taïwan, et l'expression d'une identité proprement taïwanaise commença à être tolérée. Se pose alors la question de l'identité de Taïwan. Doit-elle devenir une île indépendante, à la nationalité propre, ou bien faire partie intégrante du territoire chinois? Depuis 2016, c'est l'indépendantiste Tsai Ing-wen qui gouverne Taïwan, devenant ainsi la première femme à la tête de l'État. Cependant, son indépendance n'a jamais été proclamée, ni par le gouvernement de l'île, ni par celui du continent. Elle est donc considérée par l'ONU comme une province de la République populaire de Chine, et par le gouvernement de Taïwan comme une province de la République de Chine, selon les dispositions de sa constitution d'avant 1949. Si la mort est omniprésente durant l'aventure, tout commence pourtant par de l'amour. Ray, constatant que ses parents ne se parlent plus, son père étant devenu alcoolique et allant jusqu'à tromper sa mère, décide d'en parler avec son conseiller d'orientation. Sa mère, aimante, priant les dieux pour le retour à un quotidien joyeux, comme de par le passé. Seulement, nous ne pouvons pas revenir dans le passé. C'est la rengaine que l'on répète sans arrêt à Ray, qui voyage pourtant dans ses souvenirs, la conduisant douloureusement vers la culpabilité. Si Ray n'avait pas commencé à développer des sentiments pour son conseiller, elle n'aurait sans doute jamais eu de rendez-vous avec lui en dehors du cadre scolaire. Elle n'aurait alors jamais parlé à cœur ouvert, n'aurait jamais confié les activités clandestines de son père, n'aurait jamais accusé Missine de tenir un club de lecture secret auquel Wei participe, se laissant influencer par des courants de pensée différentes, se forgeant un sens critique, ouvrant les yeux sur l'oppression qui écrase son pays. Missine n'aurait jamais eu à fuir le pays pour échapper à son exécution. Si Ray était restée silencieuse, elle n'aurait peut-être pas aussi bien réussi sa scolarité. Personne ne lui aurait donné un coup de pouce lors de ses difficultés scolaires. Mais à quoi bon? Les personnages qui apparaissent de nombreuses fois durant l'aventure, dont la tête est couverte par un sac en toile de jute, ne sont autres que les victimes de la délation de l'adolescente. Lors de la menace blanche, des exécutions publiques avaient lieu, visant à éliminer les professeurs résistants, les intellectuels essayant d'éveiller les consciences, et les journalistes un peu trop bavards. On leur couvrait le visage avec des sacs afin qu'ils ne puissent pas regarder en face d'eux, qu'ils ne puissent pas affronter la mort en face. Dans les cultures bouddhistes, ceci revient à damner l'âme du futur défunt, l'empêchant d'accéder à une potentielle réincarnation. Si Ray n'avait pas laissé ses sentiments l'emporter, elle n'aurait pas dénoncé Missine, entretenant une relation avec le conseiller, fournissant Wei en culture dite dissidente. Wei n'aurait alors pas été arrêté et condamné à 15 ans de prison. Il existe deux fins, disponibles suivant l'ordre dans lequel vous choisissez d'évoluer en détention. Durant la plus mauvaise des deux, le cauchemar ne fait que s'intensifier, les décors en viennent à être totalement distordus, l'espace et le temps n'ayant plus aucune logique. Aucune rédemption n'est possible, inutile de ressasser le passé. On ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait, est fait. L'espace-temps est si embrouillé que l'on croise un homme vêtu d'un polo à rayures, jouant quelques notes sur le piano de la salle de spectacle. Un personnage mystérieux, sauf si l'on essaye d'obtenir la fin heureuse. Cet homme, il s'agit de Wei, adulte, retournant dans son ancien établissement, aujourd'hui abandonné, revenant sur les traces de son passé. Il a pu échapper à la prison, et arpente donc les ruines, se souvenant de la loi martiale, faisant son devoir de mémoire. Si la mauvaise fin est terriblement âpre et sombre, elle laisse le joueur face à lui-même, se faisant le reflet de Ray, qui n'a pas fait les bons choix. Cynique, elle sera applaudie par le gouvernement du Kuomintang. Une bien maigre satisfaction, précédant un suicide symbolique sur la scène de théâtre, là où tout se joue, tout commence et tout finit. La fin heureuse, quant à elle,
soulage le joueur, lui fait comprendre que tous les événements sont loin derrière lui, et qu'aujourd'hui, peut-être, tout va mieux. Elle vous arrachera, à n'en point douter, quelques larmes, tant sa mise en scène est magistrale, accompagnée par le piano mélancolique de Wei Fenchang. Elle justifie le titre chinois du jeu, Back to School, à savoir Retour à l'école. Détention parle de déconstruction, de reconstruction, de destruction, de passé, de futur, d'amour par la mort, de mort par amour. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, de symboles, de documents, de concepts religieux. Mais plutôt que d'en faire un inventaire et de tout vous révéler, nous préférons vous inviter à essayer Détention. Parce que le titre de Red Candle Games regorge de cette saveur trop rare. Celle de la surprise de tous les instants. Celle du plaisir d'explorer. Celle qui ne nous propose pas quelque chose de déjà vu, qui ne souffre pas de son manque d'originalité. Détention est plein d'idées. Mise en scène, visuel, bande-son, dialogue, gameplay. Il ne cesse de se renouveler, de déployer le meilleur du jeu d'horreur au sens noble du terme, l'ambiance, l'horreur psychologique. Ensuite, Detention nous a été offert, et lors de notre découverte, nous ignorions presque tout de l'histoire de Taïwan. En contact indirect avec l'équipe de développement, ne comptant pas plus de 25 personnes, nous avons jugé préférable de ne parler que de ce qui nous semblait essentiel à la compréhension globale du titre, des sujets universels plutôt que d'essayer de rentrer en détail dans une culture si éloignée de la nôtre. Il est important de jouer à Detention, parce que plus qu'un jeu qui cherche à nous faire peur, nous sommes face à une œuvre qui cherche à nous éduquer, à éveiller notre curiosité. Nous avions, lors de notre épisode sur Silent Hill, commencé par un préambule afin de mettre en avant à quel point le jeu vidéo d'horreur se trouve influencé par les deux séries fondamentales que sont Resident Evil et Silent Hill. Et même si le dernier épisode de Resident Evil tente de renouveler sa formule, il reste toujours bien loin des traumatismes que la série de Konami a su créer auprès des joueurs. Détention est indéniablement à ranger à côté de Silent Hill, au point de lui rendre des hommages non dissimulés. Détention est issue de la même essence, celle de raconter une histoire terrible, cruelle et sans précédent. Détention est un repentir, une vaine confession, dont il se dégage néanmoins une empathie toute singulière, la rédemption et le désir de continuer à vivre. C'est, à l'image de Neverending Nightmares, un jeu qui nous a fait annuler tout ce qui était prévu pour en parler le plus rapidement possible. C'est à notre sens la véritable justification de notre émission. Le fantastique et l'horreur ne sont ici qu'illusions, et à l'image des films de fantômes de Kiyoshi Kurosawa, dissimulent une réalité beaucoup plus éprouvante que les artifices horrifiques qu'il déploie. Detention est le digne héritier de Clock Tower, de Forbidden Siren, dont il a digéré toutes les influences. La Team Silent peut dormir tranquille, l'héritage est à présent sauvegardé. C'est une œuvre courageuse, qui a eu tous les problèmes pour être éditée par rapport au sujet qu'elle aborde, une œuvre scandaleuse, dérangeante, engagée, mais qui au final possède les défauts de son personnage principal et a ainsi le droit d'être imparfaite, donc profondément humaine.